Depuis des décennies, quand on parle de grands leaders africains, les mêmes noms reviennent. Mandela pour la résistance, Lumumba pour le sacrifice, Nkrumah pour le panafricanisme. Ces hommes ont marqué l'histoire d'un continent et tous partagent un point commun. Ils ont combattu de l'extérieur en résistant à un système qui les écrasait. Mais dans tout ça, une question restait sans réponse. Une question que personne n'osait vraiment poser. Est-ce qu'un dirigeant africain pouvait, une fois au pouvoir, réellement gouverner pour son peuple et non pour les puissances qui l'entourent? Pendant longtemps, la réponse semblait être non. Jusqu'au jour où un jeune capitaine de 33 ans, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, a décidé de prouver que c'était possible. Ce jour-là, il vend toutes les Mercedes de l'État, coupe son propre salaire, refuse la climatisation de son bureau et annonce au monde qu'il va nourrir, éduquer et libérer son peuple sans demander un seul centime à personne. En 4 ans, il tient parole. Mais ce que personne ne te dit, ce que l'histoire officielle a tout fait pour effacer, c'est ce qui arrive ensuite. Ce que les grandes puissances ont décidé de faire à cet homme. Ce que son meilleur ami d'enfance a commandité un mardi après-midi d'octobre. Et ce que les journaux officiels ont osé écrire le lendemain matin pour faire disparaître la vérité. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire que même la fiction n'aurait pas osé inventer. Une histoire de trahison, de courage absolu et d'un homme qui a choisi de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Voici l'histoire de Thomas Sankara, l'homme que l'Afrique attendait et que le monde a décidé d'éliminer. La nuit du 21 décembre 1949, dans la ville de Yako, au nord de la Haute-Volta, un garçon naît. On lui donne 3 prénoms, Thomas, Isidore, Noël. Son père, Joseph Sambo Sankara, est catholique. C'est sous les drapeaux français qu'il s'est converti pendant la Seconde Guerre mondiale. Tirailleur voltaïque enrôlé de force, il a combattu sur des terres qui n'étaient même pas les siennes. Il a été fait prisonnier de guerre, lui, l'Africain, capturé dans un conflit qui ne le concernait pas. Il en revient avec des blessures que personne ne voit, une foi solide et une discipline de fer qu'il transmet à ses enfants comme le seul héritage véritable qu'il peut leur offrir. Sa mère s'appelle Marguerite Kinda. Elle est Mossi, originaire de Zignaré. Thomas est le 3e enfant de la fratrie, mais le premier garçon. 11 enfants en tout. Ses frères et sœurs se prénomment Pascal, Paul, Pauline, Lydie, Odile, Blandine. Une famille nombreuse, une maison simple, un pays parmi les plus pauvres du monde. Mais Thomas est issu de 2 ethnies à la fois. Peul par son père, Mossi par sa mère. Il porte en lui la diversité d'un continent entier. Ce que personne ne sait, c'est que Thomas ne s'appelle pas encore Sankara à sa naissance. Son père porte un nom imposé par les colonisateurs, Ouédraogo, un nom d'emprunt collé à la famille comme une étiquette. À 19 ans, Thomas refuse et demande à son père de reprendre leur vrai nom de famille, Sankara, issu de leur ethnie Silmi Mossi. En 1968, Joseph engage les démarches officielles devant les tribunaux. La demande est acceptée. Avant de changer un pays, Thomas commence par refuser d'être ce qu'on a décidé qu'il était. Thomas est un élève brillant. Après ses études primaires à Gaoua, il entre au lycée Wezine Koulibaly de Bobo Dioulasso, la 2e ville du pays, la capitale économique. C'est là qu'il vit seul pour la première fois, loin de sa famille et de sa mère. Il lit, il observe, il s'intéresse à l'art oratoire et dévore les romans dans la bibliothèque des professeurs.
Il commence à développer une capacité rare, celle de parler en public, de convaincre, de tenir une salle. Après son BEPC, il réussit le concours d'entrée au Prytanée militaire du Kadiogo à Ouagadougou, le PMK, l'école de formation de l'élite militaire du pays, fondée en 1951 par l'armée française sous le nom d'École des enfants, de troupes de Ouagadougou. Il voulait faire médecine, il n'avait pas les moyens. Alors il choisit l'infanterie commando parce qu'on lui a dit que c'était la filière la plus difficile de toute l'armée. Cette façon de toujours choisir le plus difficile ne l'a jamais quitté. Au PMK, il partage spontanément ses repas avec les garibous, les enfants mendiants qui traînent autour de l'école. Un geste simple, profondément révélateur. Il tombe aussi sur un enseignant qui va tout changer. Il s'appelle Adama Touré, surnommé Lénine par ses élèves. Professeur d'histoire-géographie et militant clandestin du Parti africain de l'indépendance, le premier parti marxiste-léniniste de Haute-Volta, créé en 1963. Dans ses cours, Adama Touré n'enseigne pas seulement des dates. Il enseigne la lecture politique du monde, la lutte des classes, la décolonisation réelle. Thomas écoute, il absorbe tout. En 1969, il obtient son baccalauréat scientifique. Il a 19 ans. Après le baccalauréat, Thomas rejoint l'école militaire Interarmes de Yaoundé au Cameroun, l'EMIA, une école d'élite qui forme les officiers de toute l'Afrique francophone. C'est là qu'il rencontre Blaise Compaoré. Ils font la même promotion. Ils deviennent proches. Deux jeunes officiers qui partagent les mêmes rêves. Personne ne pouvait imaginer comment cette amitié allait finir. Après Yaoundé, Thomas part à Madagascar, à l'académie militaire d'Ansirab. Il intègre la 4e promotion de l'école. Et c'est là que sa transformation est totale. Il étudie les sciences politiques, l'économie politique, la sociologie, le français et les sciences agricoles. Ses professeurs sont exceptionnels. Le capitaine Vidal, commandant de la promotion, lui enseigne l'endurance physique par le sport intensif. Le professeur Théophile Andriano Elizoa, qui sera plus tard conseiller de la Révolution malgache, lui montre comment comprendre les paysans et comment organiser une société depuis la base. Thomas s'inscrit aussi à l'université pour approfondir ses connaissances en économie. Il lit Samir Amin et René Dumont, deux grands penseurs du sous-développement africain. Il apprend à faire des discours. Il s'enregistre au magnétophone pour perfectionner sa diction. En 1972, Madagascar vit une révolution. Un peuple renverse son gouvernement. L'armée joue un rôle central. Thomas voit tout ça de ses yeux. Il est au milieu de l'histoire. Il comprend ce jour-là que gouverner autrement est possible. Il demande et obtient de rester une année supplémentaire pour effectuer un service civique auprès des paysans. À 24 ans, il sort sous-lieutenant. De retour en Haute-Volta, il est affecté comme instructeur au centre d'instruction à Bobo-Dioulasso. Immédiatement, il crée des cours du soir en français pour ses recrues. Il veut que ses soldats comprennent le monde dans lequel ils vivent. Un militaire instruit est un homme libre. Quelques mois plus tard, il part en France, à l'école des parachutistes de Pau. Il reçoit son brevet de parachutiste. À Paris, il fréquente les librairies de gauche du quartier latin. Il rencontre des étudiants voltaïques militants de l'organisation communiste voltaïque. Il discute avec eux pendant des heures. Il les conseille sur leur unité politique et idéologique. Il comprend que le changement a besoin de soldats et d'intellectuels ensemble. En 1975, il est nommé commandant du Centre national d'entraînement, commando de Pau, le CNEC.
une base stratégique en 1976 avec Blaise Compaoré, Henri Zongo et Jean-Baptiste Lingani. Ils fondent le regroupement des officiers communistes, le ROC, une structure clandestine dans les entrailles de l'armée, des soldats qui lisent Marx et qui planifient un changement radical. Entre janvier et mai 1978, il part à Rabat au Maroc avec Compaoré au centre de formation des parachutistes pour un stage de perfectionnement. De retour au pays, il multiplie les contacts avec les organisations révolutionnaires voltaïques, notamment le PAI, qui lui donne des cours marxistes-léninistes. Il construit lentement un réseau invisible mais solide. En septembre 1981, le colonel Saïed Zerbo le nomme secrétaire d'État à l'information dans le comité militaire de redressement pour le progrès national. Un poste au cœur du pouvoir médiatique. Beaucoup auraient profité pour s'installer confortablement dans le système. Lui démissionne le 21 avril 1982. En direct, à la télévision nationale, devant tout le pays, le gouvernement vient de supprimer le droit de grève des travailleurs. Il regarde la caméra droit dans les yeux et prononce ces mots pour toujours. Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Il est puni immédiatement, chassé de la capitale. Mais dans un pays habitué aux lâchetés silencieuses, ce geste résonne comme un coup de tonnerre. Les gens retiennent son nom. En novembre 1982, un nouveau coup d'État porte au pouvoir le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo. Sankara est nommé Premier ministre en janvier 1983. Il commence à mettre en place des réformes. Il voyage dans les provinces. Il écoute les paysans. Ses discours électrisent les foules partout où il passe. Mais il est trop indépendant, trop difficile à contrôler. En mai 1983, Guy Pennet, conseiller personnel de François Mitterrand pour les affaires africaines, visite le Burkina. Quelques jours après cette visite, Sankara est limogé et mis aux arrêts. Beaucoup pensent encore aujourd'hui que la France a demandé sa tête. Mais ceux qui l'ont mis en prison ont oublié une chose essentielle. Ces commandos sont à Pau. Ses frères d'armes formés par lui pendant des années. Le 4 août 1983, il marche sur Ouagadougou. En quelques heures, tout bascule. Sankara est libéré. Il a 33 ans et il devient président. Ce qui se passe dans les premières heures surprend le monde entier. Il convoque ses ministres. Il annonce que toutes les voitures de luxe de l'État sont vendues, ce jour même. Immédiatement, remplacées par des Renault 5, les voitures les moins chères du marché. Les voyages en première classe sont supprimés. Les salaires des ministres sont réduits drastiquement. Lui-même touchera 450 $ par mois, par choix, pas par obligation. Il hésitera même à changer sa vieille voiture personnelle plus tard, de peur que les gens pensent qu'il vole l'argent public. Un chef d'État qui refuse de paraître corrompu. Ce genre de choses ne s'était jamais vu nulle part sur le continent africain. Prends le temps de laisser ça entrer. Puis il renomme le pays. La Haute-Volta disparaît pour toujours. Le Burkina Faso naît. En Mouré et en Dioula, les langues du peuple, cela veut dire le pays des hommes intègres. Ce n'est pas un simple changement de nom sur des papiers officiels. C'est une déclaration au monde entier. Ce pays nous appartient. Il porte désormais notre honneur. Et son peuple pleure de joie dans les rues ce jour-là. Il interdit l'excision. Il abolit la dot et le lévirat, ces pratiques qui réduisent les femmes à des biens qu'on échange entre familles.
Il nomme des femmes à des postes de ministres dans un pays où c'est encore jugé impossible. Il fixe un âge minimum légal pour le mariage. Il crée des structures de soutien pour les femmes victimes de violences. Il dit que les femmes ont exactement les mêmes droits que les hommes. Il le traduit en lois concrètes. Et quand certains protestent, il répond sans trembler. Toute société qui écrase ces femmes se détruit elle-même. En 4 ans, sans le FMI, sans emprunter un seul centime à personne, il transforme son pays d'une façon que le monde n'avait jamais vue sur le continent africain. En une seule semaine, son gouvernement vaccine 2,5 millions d'enfants contre la rougeole, la méningite et la fièvre jaune. Les équipes de santé parcourent pour les villages les plus reculés du pays, à pied, à vélo, à dos d'âne, quand tout le reste échoue. Des enfants qui allaient mourir dans l'année restent en vie. Ce chiffre semble froid sur le papier. Dans la réalité, ce sont des millions de mères qui n'ont pas eu à enterrer leur enfant cette année-là. Le taux d'alphabétisation passe de 13 à 73%, en 4 ans seulement. Des instituteurs formés en urgence sont déployés dans des villages qui n'avaient jamais vu une salle de classe. Il crée des brigades de construction où ces soldats bâtissent des routes, des écoles et des puits au lieu de défiler dans des parades inutiles. La production agricole augmente de 75%. En 1986, les Nations Unies le confirment officiellement. Le Burkina Faso atteint l'autosuffisance alimentaire sans l'aide de personne. 10 millions d'arbres sont plantés pour stopper la désertification du Sahel. Le Burkina Faso devient le premier pays du continent africain à créer un ministère de l'environnement. Il impose à ses ministres de se déplacer en vélo pour rencontrer les habitants dans leur quartier. Il supprime les gardes du corps inutiles. Il interdit les privilèges. Il exige que les fonctionnaires versent 1 mois de salaire par an pour financer le développement. Et lui-même donne l'exemple chaque jour sans jamais faillir. Le 29 juillet 1987, il monte à la tribune à Addis Abeba devant tous les présidents africains réunis pour le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine. La salle est immense, les costumes sont impeccables, les caméras enregistrent chaque mot. Les diplomates occidentaux observent depuis les rangs du fond sans bouger. Thomas Sankara s'avance vers le micro. Sa voix ne tremble pas, ses mains non plus. Il y a dans ses yeux ce calme particulier des hommes qui ont décidé de tout dire, quoi qu'il leur en coûte vraiment. Il dit que la dette africaine ne peut pas être remboursée, que si les pays africains refusent de payer, les grandes banques occidentales ne mourront pas. Mais que s'ils peinent, ce sont les peuples africains qui mourront, enfant après enfant, village après village. Il dit que cette dette est une nouvelle colonisation invisible, habillée en chiffres propres, cachée dans des contrats signés par des régimes que les puissances occidentales ont elles-mêmes soutenus pendant des décennies pour mieux les contrôler. Il appelle tous les présidents africains à refuser ensemble de payer. Il dit que l'Afrique unie peut imposer de nouvelles règles au monde entier. Puis il prononce ces mots que personne n'avait osé prononcer dans cette salle. Si le Burkina Faso refuse seul de payer, je ne serai plus là à la prochaine réunion. Il sait exactement ce qu'il risque. Il le dit quand même. La salle se lève et applaudit debout. Mais certains visages dans les rangs du fond ne bougent pas. Ils calculent. Ils échangent des regards. Le 15 octobre 1987, en fin d'après-midi, il est en réunion au Conseil de l'Entente à Ouagadougou, un mardi ordinaire, jusqu'à ce qu'un commando armé entre dans les couloirs. Les gardes sont tués en quelques secondes.
Les hommes armés arrivent jusqu'à la salle. Thomas Sankara se lève. Il se retourne vers ses collègues paralysés. Il dit une seule phrase. « Ne bougez pas. C'est moi qu'ils veulent. » Il sort le premier, les mains levées, seul. 12 balles. Il tombe. Il a 37 ans. 12 autres personnes meurent avec lui ce jour-là, dont son chauffeur Der Somda. Un nom que personne ne prononce jamais. Cette nuit-là, leurs corps sont enterrés dans le noir au cimetière de Dagnoen, à Ouagadougou. Sans cercueil, sans tombe digne, sans cérémonie, par une vingtaine de détenus réquisitionnés de force pour creuser dans l'obscurité totale. Le lendemain matin, la radio annonce calmement qu'il a démissionné. Son certificat de décès paraît quelques jours plus tard dans la presse officielle. Cause du décès, mort naturelle. Un homme de 37 ans, 12 balles, mort naturelle. Voilà ce qu'ils ont osé écrire. Le commanditaire était son meilleur ami depuis l'EMIA de Yaoundé, Blaise Compaoré. Il gouverne le pays pendant 27 années entières. En avril 2022, un tribunal militaire burkinabé le condamne à la prison à vie pour l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons. La vérité a mis 35 ans, mais elle est arrivée. Aujourd'hui, son visage est tatoué sur des bras à Lagos, Dakar, Paris, New York. Ses discours sont écoutés des dizaines de millions de fois par des jeunes qui n'étaient pas nés quand il vivait. On peut enterrer un homme, on ne peut pas enterrer ce qu'il représente. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Pas pour moi, pour lui, pour que son nom continue de résonner là où on a tout fait pour le faire taire. L'Afrique a besoin que ses héros soient non connus, pas dans des livres qu'on ne lit pas, dans les rues, sur les écrans, dans les conversations. Commente, partage, abonne-toi. Ensemble, on fait vivre ce que certains ont voulu enterrer.